Rebonjour à toutes et tous. Merci, cher Jean-Pierre Clavadieu, d'être avec nous. Jean-Pierre Clavadieu, président d'Engie. Je suis vraiment ravi d'avoir ce dialogue avec vous. On va discuter à peu près 25 minutes et ensuite on laissera le temps pour des échanges avec la salle. Je rappelle d'ailleurs que les échanges sont aussi retransmis sur Facebook et sur YouTube et qu'ils seront disponibles en replay et que les replays, on l'a vu lorsqu'on a fait notre édition en numérique au mois de mars, connaissent un succès assez extraordinaire avec plusieurs dizaines de milliers de vues pour des conférences qui sont des conférences de fond. Donc on est ravis de ça, mais merci à vous en tout cas qui êtes présents dans cette salle. Alors c'est très important, cher Jean-Pierre, de vous avoir ce matin parce que au fond, vous êtes au cœur des enjeux sur les prix de l'énergie et vous êtes au cœur des enjeux sur la question de la transition énergétique. Et je pense que nos concitoyens sous-estiment l'importance des entreprises comme les vôtres. Parce qu'en réalité, la transition énergétique, on en parle, mais vous la faites. Et c'est ça ce qu'il va falloir nous expliquer. Je vais effectivement essayer de vous donner les perspectives d'une entreprise qui est un acteur très important du système énergétique français, mais aussi européen, sans parler de quelques autres pays dans le monde. Et c'est vrai qu'on est au cœur de cette transition climatique parce que l'énergie, la production d'énergie, c'est effectivement un très gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. C'est ça. Et c'est ce que je voulais dire quand je disais que vous la faites et vous agissez, donc vous allez nous expliquer, au fond... comment aussi on transforme une entreprise comme la vôtre. Ce sera d'un très grand intérêt pour nous tous. Alors, néanmoins, première question, je vais être extrêmement concret, parce que nous consommons tous du gaz. Je suis désolé de commencer avec une question aussi triviale, mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire où en est aujourd'hui le marché du gaz? Et puis, surtout, nous expliquer, parce que c'est quand même un sujet compliqué, j'allais dire de façon très prétentieuse, même moi, il m'arrive de m'y perdre, mais que vous nous réexpliquiez le lien entre les prix sur le marché du gaz et les prix que payent toutes celles et ceux qui sont présents dans cette salle. Alors effectivement, c'est un sujet complexe et il y a un petit écart entre les deux aspects. Alors, il y a une forme de prix mondial instantané du gaz qui résulte du fait qu'il y a tous les jours des gens qui achètent et vendent du gaz au travers essentiellement de gaz liquéfié qu'on met dans des gros bateaux qui vont d'un pays producteur à un pays consommateur. Et puis quand on a des contrats de plus long terme, lorsqu'on parle par exemple de gaz gazeux, l'importation de gaz russe par exemple, ou du gaz venant du nord de l'Europe vers les pays du Sud qui le consomment, c'est des contrats de long terme, pluriannuels, mais la référence est souvent ce prix spot. Alors ce prix spot, sans rentrer dans trop de détails, mais sans même vous dire les unités, parce que c'est épouvantablement compliqué, il était à 15 l'an dernier, il doit être aujourd'hui à 95, donc c'est une multiplication presque par 4. Ça a un peu baissé là ou pas? Ça reste... Ça a légèrement baissé, il était à 110 ou 115 il y a quelques semaines. Alors qu'est-ce qui explique ça? Toute une série de raisons qui se sont malheureusement alignés pour créer une situation exceptionnelle. Les prix que j'évoque, on ne les a jamais vus sur le marché mondial du gaz. Première chose, plutôt une bonne nouvelle, la transition énergétique se réalise, en particulier en Chine, et un élément essentiel de la transition énergétique, c'est de transformer des centrales à gaz en centrales à charbon. Des centrales à charbon, décidément. Ouais. Des centrales à charbon en centrales à gaz. Tous les lapsus ne sont pas révélateurs, non, tous les lapsus ne sont pas révélateurs. Et quand on fait ça, on développera ce point tout à l'heure, parce que c'est fondamental. Quand on fait ça, on divise par 2 les émissions de CO2. Donc la Chine s'engage dans cette voie, elle a besoin de gaz, elle appelle du gaz, et ça contribue à tendre le marché. Deuxième raison, l'Europe du Nord... Parce que personne ne le sait, ça. Ça contribue à... Enfin, est-ce qu'on a une idée de la part de la contribution? Alors c'est difficile à dire, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui se traduisent chaque jour par un prix qui apparaît sur un écran. C'est très significatif. C'est très significatif. Deuxième élément, l'Europe du Nord produisait du gaz, elle continue à en produire, mais de moins en moins. L'Europe du Nord, c'est les Pays-Bas et c'est la mer du Nord. Troisième raison, météorologique cette fois-ci, et en fait il y en a 2. L'hiver dernier a été froid, ce qui veut dire qu'en fin d'hiver, les stockages de gaz en Europe étaient et sont encore aujourd'hui à des niveaux bas. Et puis dernière chose, on a eu un automne dans lequel il y a eu relativement peu de vent. Donc production d'électricité à partir d'éoliennes, en particulier en Allemagne et en Europe centrale, elle aussi en diminution. Donc tout ça a créé une tension très forte sur le prix du gaz qui s'est manifestée par les chiffres que j'évoquais. Rien de géopolitique, pas de... Je sais pas, on évoque
par exemple, la Russie qui ne voudrait pas augmenter sa production de Alors gaz, oui, un peu de géopolitique derrière ça, effectivement. La Russie respecte strictement ses contrats. Aujourd'hui, Engie a à peu près un tiers de notre approvisionnement, c'est des contrats russes. Nous les avons mis au maximum de nos capacités d'importation. La Russie respecte strictement. Elle ne fait pas plus. Et je pense qu'elle pourrait faire un petit peu plus, mais c'est un choix, alors pour le coup, très politique du président Poutine de laisser un petit peu de tension s'établir, sachant qu'il y a un autre sujet géopolitique, qui est le fameux gazoduc Nord Stream 2, qui est prêt techniquement, on pourrait le démarrer, mais qui se heurte à des difficultés d'autorisation en Allemagne. Et je pense qu'effectivement, il y a sans doute un petit jeu géopolitique pour dire, si le gazoduc fonctionnait, qui est un projet cher à M. Poutine et à Gazprom, on serait sans doute un petit peu plus allant pour nous fournir du gaz. Alors, si je reste un instant sur ce sujet, je ne pense pas que ça va beaucoup s'améliorer dans les prochains mois. Parce que quand je regarde ces éléments fondamentaux, ils continuent. La croissance est à un bon niveau en Chine, elle est même très dynamique. Ce passage du charbon au gaz, il va continuer. Les événements météo, il y a du plus et il y a du moins, mais en tout cas, sauf à imaginer un hiver extrêmement doux, je pense qu'on rentre dans une saison dans laquelle la météo pèse plutôt négativement. Et nos stockages restent à des niveaux plutôt bas. Je faisais le point ce matin, on est à des niveaux de stockage en France qui est à peu près 75% de la capacité maximale. En début d'hiver, c'est pas un niveau tout à fait rassurant. On devrait plutôt être à 90%. Ah oui. Et c'est vrai que si on a des vagues de froid en février, je pense qu'on va se retrouver face à des situations un petit peu complexes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gaz pour vous chauffer, mais ce qui veut dire qu'il faudra peut-être utiliser des clauses qu'on appelle d'interruptibilité, dans lesquelles on demande aux gros consommateurs de gaz industriel de s'arrêter pendant une certaine période de consommer parce qu'il faut privilégier les particuliers. Alors, donc, sur le prix... Voilà, puisqu'on comprend parfaitement la situation du marché, c'est limpide et passionnant, mais en même temps, les tarifs du gaz sont régulés. Et oui, donc, voilà, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Les tarifs du gaz ont été largement libérés, mais on a gardé un truc un tout petit peu anachronique qu'on appelle les tarifs réglementés, qui sont les héritiers des tarifs de gaz de France. Alors, quand on est en marché libre, et vous avez plein de fournisseurs, Engie, mais plein d'autres, qui vous font des offres de marché, généralement, ces offres, elles sont à prix fixe sur une certaine période, 1, 2, 3, 4 ans. C'est ce qu'on fait avec nos clients. Et effectivement, quand un client vient chez nous signer un contrat pour une durée de 3 ans, eh ben, on va acheter par avance du gaz à un prix de manière à lui donner la garantie du prix. Mais on a cette survivance du système ancien avec ces tarifs réglementés qui, eux, malheureusement, sont construits d'une manière qui font que chaque mois, on réajuste de manière à tenir compte des coûts d'approvisionnement. Alors ces tarifs réglementés, ils vont se terminer en 2023, la loi le prévoit ainsi, mais ils existent aujourd'hui et on a à peu près 2 à 3 millions de foyers qui, en France, sont les clients de ces tarifs réglementés. Et pour eux, on a vu une envolée massive des prix du gaz, ce qui a amené le gouvernement à décider au mois d'octobre de les geler. En fait, il a utilisé une disposition qui est prévue, qui est une forme de d'écrêtage, c'est-à-dire que pendant quelques mois, on gèle, avec l'espoir effectivement que les prix vont diminuer et, entre guillemets, on se rattrape quand les prix redescendent en dessous du niveau auquel on les a fixés. Donc pour ceux qui sont aux tarifs réglementés, pas d'inquiétude. Mais juste une question précise, le gouvernement peut agir sur ce tarif oui, le gouvernement... au moment où il le veut. Donc j'imagine qu'il y a vous négociez quand même, il y a une négociation avec la ministre de la Transition énergétique, j'imagine. Pour tout dire, en fait, le gouvernement, au début des années 2000, sans qu'il y ait de disposition législative, avait décidé de geler ses prix. Certaines entreprises dont Engie l'avaient attaqué, nous avions gagné, mais on n'aime pas beaucoup gagner dans ces circonstances. Depuis, le Code de l'énergie prévoit explicitement que le Premier ministre puisse geler les prix. C'est ce qu'il a fait. Alors, il a prévu un système de compensation. Donc pour nous, c'est plutôt un effet de trésorerie. Donc in fine, c'est l'État qui supporte la différence. Donc voilà ce qu'est la situation. Et si je vais dire un tout petit peu plus loin sur les prix de l'énergie, en fait, peu de gens, parce qu'il y a aussi un prix spot de l'électricité. Entre nous, il a atteint des records, 600 € du mégawattheure la semaine dernière, très très élevé. On est plutôt habituellement entre 50 et 100, du fait d'inquiétudes sur la disponibilité d'électricité au début de l'année prochaine. Mais là aussi, ces prix spot, très peu de gens les payent. Qu'on soit particulier ou industriel. Pour les particuliers, il y a un système pour l'électricité qui écrète beaucoup ces effets de marché. Mais les industriels ont plein de moyens de se protéger en signant des contrats à long terme,
que ce soit pour du gaz ou pour de l'électricité, en utilisant des produits financiers, des hedges comme on dit, pour fixer le prix. Donc il y a vraiment beaucoup de systèmes qui permettent d'éviter cet impact massif de la volatilité des prix de l'énergie telle qu'on la voit aujourd'hui. Et ceci dit, peut-être un dernier commentaire sur les prix, bien sûr, qui fait le lien sans doute avec la suite de notre conversation. Oui, on vit une période exceptionnelle avec des pics de prix de l'énergie, et je pense qu'on verra dans les trimestres qui viennent une décrue. Ceci dit, il faut qu'on s'habitue à payer cher notre énergie. La tendance de fond reste une tendance d'augmentation. Pourquoi ? Parce qu'il faut investir massivement dans la transition énergétique et climatique. Il faut investir dans des EPR. Le président de la République l'a annoncé il y a quelques semaines. Il faut investir dans des moyens de production renouvelables. Il faut investir dans des moyens de stockage. La transition énergétique et climatique va mobiliser pendant des années des montants d'investissement incroyables. On parle aujourd'hui, il y a des débats sur le premier chiffre, mais l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre du trillion, donc 1000 milliards d'euros mondialement investis chaque année pour permettre cette transition énergétique et climatique. Il faut la payer. Les États, bien sûr, vont en payer une partie, les entreprises vont en payer une partie, mais une manière de financer cela, c'est au travers de prix de l'énergie qui vont être des prix en augmentation régulière, au moins pour la prochaine décennie. D'accord. Vous avez expliqué tout à l'heure que la Chine essayait, tant bien que mal, de substituer du gaz au charbon. Bon, elle continue néanmoins de faire fonctionner les centrales de charbon, mais on comprend bien que le gaz est une énergie qui émet moins de carbone que le charbon, bien évidemment. Dans quelle mesure le gaz, au-delà de la Chine, contribue à la décarbonation de l'économie? Je rappelle l'équation, elle est assez simple. Dans le monde, on émet aujourd'hui à peu près 50 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est du carbone et un peu d'autres gaz, du méthane, du protoxyde d'azote, je crois. Bon. Mais enfin bon, à peu près 50 milliards. Il faut passer de 50 milliards à zéro en termes nets d'ici 2050. Le premier enjeu, c'est vous, c'est la production d'énergie en fait. C'est avant tout la production d'énergie qu'il faut décarboner. Peut-être que pour un certain nombre de concitoyens, le gaz, c'est quand même une énergie fossile, c'est une énergie qui émet quand même un peu de carbone. Donc, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la façon dont le gaz contribue à cette diminution nette des émissions de carbone au niveau mondial ? Alors en fait, effectivement, pour une bonne part, la transition énergétique, elle repose sur l'électrification des usages. On le voit si on prend notre voiture, elle était encore probablement pour beaucoup d'entre nous une voiture avec un moteur à combustion interne qui utilise un carburant fossile, mais on voit que la part des voitures électriques augmente. Et si on regarde l'ensemble des usages, on est sur une dynamique très forte d'électrification parce qu'on sait produire de l'électricité décarbonée. Ceci dit, pour certains usages, les électrons ne conviennent pas. Il faut effectivement des molécules, comme on dit, c'est-à-dire un gaz, qui peut être le gaz d'aujourd'hui ou un gaz différent, je vais y revenir. Quels sont ces usages ? Le chauffage, la production de chaleur, alors le chauffage individuel, mais aussi la production de vapeur pour les industriels. Il y a du chauffage électrique quand même. Bien sûr, il y a du chauffage électrique, mais il est très peu efficace quand on regarde. Même les pompes à chaleur. Et quand on parle, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Alors, il est très peu efficace dans l'application quotidienne. Il l'est pas du tout dans l'application industrielle. C'est-à-dire produire de la vapeur à haute température à partir d'électricité. Les lois de la physique et de la thermodynamique montrent que c'est quelque chose qui est très peu efficace. Par ailleurs, les industriels ont besoin, eux aussi, d'utiliser du gaz dans leurs procédés. Et puis, dans certaines applications de transport, en particulier le transport lourd, les camions, les bus, mais aussi les bateaux, les trains, les avions, l'électricité est très difficile à stocker dans des quantités qui permettent de l'appliquer à ces usages. Et c'est là où le gaz aussi prend sa place, parce que le gaz, il a deux caractéristiques. Il est très dense en énergie. Dans un tuyau, dans un gazoduc d'1 mètre de diamètre, on peut passer l'énergie que produisent 4 centrales nucléaires, plutôt que toutes ces lignes à haute tension que vous voyez sortir. Donc très forte intensité énergétique, et puis surtout, il se stocke. Et ça, c'est vraiment la caractéristique très particulière du gaz. Le jour le plus froid de l'hiver, il sort plus d'énergie des stockages français d'Engie que de l'ensemble du parc nucléaire d'EDF. Quand on nous dit à 18h, il va faire froid demain, on est capable d'injecter
dans les tuyaux de notre réseau gazier des quantités très très importantes. Et donc quand on regarde ce que doit être un système énergétique, prenons le cas de l'Europe, un système énergétique équilibré, il faut une place pour le gaz. Alors ce gaz, à nouveau, il est aujourd'hui fossile, pas complètement. Y compris en France, c'est ça pas qui complètement, oui, y compris en France. Alors évidemment, quand on est en France... En Chine, on a compris. Mais, ouais, mais quand on va prendre France et Allemagne. Quand on est en France, on a une situation très particulière, qui est l'importance du parc électronucléaire. N'empêche que, pour passer la pointe de chauffage de l'hiver, le gaz est un complément indispensable, à défaut de quoi il faut faire 5 tranches nucléaires supplémentaires ou 10 pour faire face aux besoins qu'on rencontre quelques jours dans l'année, et puis les problématiques que j'évoquais sur le transport lourd ou les activités industrielles qui ne se prêtent pas à l'électrification restent là et maltraitées. Alors, quand on est en Allemagne, la situation est très différente. Il n'y a pas de nucléaire, en tout cas il est en train de fermer. Beaucoup de renouvelables, et là il faut une source d'énergie, on dit dans notre jargon dispatchable, c'est-à-dire qu'on peut allumer ou éteindre quand on en a besoin. Et ça, c'est aujourd'hui en partie du charbon, de la lignite, mais le nouveau gouvernement de coalition a indiqué qu'en 2032, il serait sorti de la lignite. Et là, le gaz joue aussi un rôle très important. Donc, dans les prochaines années, en Europe, je ne parle pas de Chine, dans les prochaines années, le vecteur essentiel de décarbonation de l'Europe, c'est le gaz. Et c'est la transition charbon-gaz. Même en France, les nouveaux EPR dont on parle, ils ne seront pas là avant 2030, encore 2030, je dois être assez optimiste, je pense que ce sera plutôt 2035. Mais ce gaz... qu'on a quand même appris de nos difficultés récentes pour... Mais ce gaz, il faut bien sûr le verdir. Alors on le verdit de deux manières, ça a été évoqué dans la précédente table ronde, méthanisation, c'est-à-dire produire du gaz à partir de déchets organiques. L'an dernier, ça représentait 1% du gaz distribué en France. Alors on va dire 1%, c'est rien. 1%, c'est pas beaucoup, mais ça veut dire qu'on est passé à une phase vraiment industrielle pour la méthanisation. Objectif 2030, 10% du gaz distribué en France sera du gaz d'origine nationale produit par méthanisation de déchets. Et ça, c'est Engie qui le fait. Alors ça, c'est notamment. On est acteur, mais il y a plein d'autres acteurs. En revanche, c'est Engie qui le collecte au travers des tuyaux de distribution de gaz qu'on est capable de faire fonctionner dans les deux sens et qui le transporte et qui le remet à disposition des usagers. Et puis, deuxième vecteur de décarbonation du gaz, l'hydrogène, dont on parle beaucoup, et à mon avis à juste titre, même si pour l'instant c'est plus un rêve qu'une réalité concrète. Mais l'hydrogène a vocation à être ce gaz qui se mélange bien avec l'électricité, parce qu'on sait fabriquer de l'hydrogène vert à partir d'électricité décarbonée. Et puis, quand on est au point de consommation, quand on a besoin d'énergie, on sait transformer, grâce à une pile à combustible, de l'hydrogène en électricité à nouveau. Et donc, la vision que nous portons, puisque nous, effectivement, en France, nous sommes l'opérateur gazier, pas complètement exclusif, mais en tout cas avec une position très très forte, la vision que nous portons, c'est un gaz qui continue à être un complément du système électrique, mais un gaz aujourd'hui très largement fossile qui, en 2050, sera devenu un gaz complètement décarboné, en gros 2 tiers biogaz, 1 tiers hydrogène. C'est très intéressant ce que vous dites, notamment sur l'hydrogène, parce que je trouve qu'il y a dans notre pays un peu de moquerie parfois sur l'hydrogène. Moi, je pense que la France a une spécificité, c'est en effet, vous l'avez rappelé, qu'elle peut produire de l'hydrogène propre, et on n'a pas beaucoup de pays qui sont capables de produire de l'hydrogène propre. Et je réfléchis souvent à des filières qu'on peut développer en France et sur lesquelles la concurrence reste encore un peu moins soutenue, disons, que sur le numérique ou l'intelligence artificielle, etc. Et il me semble que l'hydrogène en fait partie. Et donc ce que vous dites, ça me passionne parce que ça conforte un peu cette idée-là. On a un coup à jouer sur l'hydrogène. Surtout d'ailleurs quand on regarde l'Europe, je pense qu'effectivement, l'Europe peut être la première région du monde à mettre en place un réseau de production, transport, stockage et utilisation d'hydrogène qui vient compléter le réseau électrique et qui permet d'atteindre ces objectifs de transition énergétique et climatique à meilleur coût. On a des fabricants d'électrolyseurs en Europe, on a des gens, la société que je préside en fait partie, qui ont des tuyaux, qui ont des systèmes de stockage, on a des technologies de fabrication de piles à combustible qui sont également européennes. Quelles sont les autres régions du monde qui se posent cette question ? Le Japon.
Le Japon, qui est un peu en retard dans sa transition énergétique, a mis un accent très fort sur l'hydrogène. Et puis une petite partie des États-Unis, la côte ouest, la Californie, Los Angeles, qui effectivement a envie de s'engager dans cette voie. Et donc effectivement, pour moi, le rêve, c'est vraiment un réseau européen d'hydrogène qui amène de l'hydrogène vert compétitif, qui peut être produit soit dans des centrales solaires dans le sud de l'Europe, des champs d'éoliennes dans le nord de l'Europe, des centrales nucléaires, même si c'est un point qui, dans certaines parties d'Europe, donne lieu à débat. Et cet hydrogène, on est capable de le transporter, de le stocker pour faire face à l'intermittence des renouvelables et aux évolutions du climat au fil de l'année. Et puis, on le remet à disposition des usagers. Et les usagers, ils sont très nombreux. Je suis aussi administrateur d'Airbus. Airbus a un projet de faire voler en 2035 un avion à hydrogène qui serait plutôt un avion de relativement petite taille et de courte distance. Mais aujourd'hui, l'avion vert n'est pas un rêve, c'est quelque chose qui peut se concrétiser dans un calendrier raisonnable. La SNCF a fait le choix de transformer tous ces locotracteurs diesel en locotracteurs à hydrogène. Il faudra une dizaine d'années pour le faire. On a un partenariat avec CMA-CGM, l'armateur, qui cherche à utiliser lui aussi d'autres sources, pas très loin d'ici d'ailleurs, qui cherche lui aussi à utiliser d'autres sources d'énergie. Donc je pense que l'hydrogène est vraiment quelque chose qui peut être un accélérateur de la transition climatique dans lequel l'Europe se distingue du reste du monde. Non, mais ce que vous dites là, c'est vraiment un point fondamental, parce que je fais le lien avec la table ronde précédente. Vous voyez la différence entre la décroissance, on va supprimer les avions, et la transformation. On investit, on essaie de réfléchir pour mettre en place des avions qui sont entre guillemets des avions verts. Et ce que vous nous dites surtout, c'est que on y va. Enfin, je veux dire, c'est pas un rêve. Les horizons que vous donnez sont quand même des horizons 2030-2035. On voit le chemin. Ah oui, non, là, je crois que c'est plus un rêve du tout. Enfin, regardez ce qui se passe dans l'industrie automobile. Moi, je suis assez... par moments, je me dis, mais est-ce qu'on rêve? On réussit en 15 ans en Europe, on sera passé d'une industrie qui repose sur le moteur à combustion interne à une industrie qui ne produira plus que des véhicules électriques, si j'en crois les discussions qui sont en cours à Bruxelles pour mettre une échéance à 2035 sur ce sujet. Transformation majeure, hein, c'est produire un véhicule électrique ou un véhicule à moteur à combustion interne, c'est très différent. Vous faites appel à un réseau de sous-traitants qui est très différent. Même les conditions de montage du véhicule sont elles aussi différentes. En un temps finalement très court, on est capable de faire des transformations majeures de pans entiers de notre économie. Alors, ça ne se fait pas si simplement que ça. Hein. Je ne voudrais pas vous donner le sentiment qu'on rêve et les rêves se transforment en réalité le matin. Moi, je suis par moments inquiet sur la capacité du réseau énergétique européen à supporter cette transformation dans les prochaines années. On ferme plus vite des centrales à charbon dans certaines parties d'Europe qu'on ne construit des champs d'éoliennes ou de panneaux solaires dans d'autres pays. Et donc la tension sur le système électrique est une réalité. Et la question toute bête, est-ce qu'il y a du courant quand je tourne le bouton? On espère que la réponse sera oui, mais je pense qu'on passera dans la prochaine décennie par des moments qui vont être complexes, dans lesquels on aura sans doute des situations tendues à certains moments de l'année. Dans les échanges nombreux que nous avons avec mes collègues dirigeants d'entreprises énergétiques et les décideurs politiques, c'est de leur dire attention, n'oubliez pas la sécurité d'approvisionnement. Bien sûr. Parce qu'on est en train de vivre des transformations majeures et elles ne se font pas sans à-coups. Ça, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que la fourniture en énergie est quelque chose que nos concitoyens, enfin l'importance de la fourniture en énergie est quelque chose que nos concitoyens ont un peu perdu de vue, parce que ça fonctionne très bien en France. Mais tout montre qu'il n'y a rien de pire pour une société que de subir des coupures d'énergie. C'est pire qu'un virus encore. Hein. Donc il faut évidemment être extrêmement vigilant sur ce sujet. Avant de passer la parole au public, je voudrais qu'on parle d'Engie quand même, parce que vous êtes le président d'Engie. C'est une immense entreprise. Je voudrais quand même que vous nous redonniez d'ailleurs quelques données sur l'importance de cette entreprise. Et puis surtout, je voudrais que vous nous expliquiez comment on transforme une entreprise comme celle-ci, parce que la question de la transformation, c'est celle finalement à laquelle toute la société doit faire face. Vous l'avez expliqué d'ailleurs, vous nous avez dit par exemple que la transition énergétique, tout le monde la veut, mais elle a un coût. Et donc, il y a peut-être quelque part une difficulté, une tension, tout le monde la veut, mais peut-être que tout le monde n'est pas prêt à en subir le coût.
cette transition énergétique, elle passe aussi par la transformation des entreprises. J'ai coutume de dire, alors pardonnez-moi, je suis sans doute outrancier, vous allez me corriger, mais que Engie était une entreprise dont le but était de vendre le maximum de gaz au prix le plus cher. Elle est en train de devenir une entreprise qui explique aux gens comment consommer le moins possible de gaz. Donc c'est quand même une transformation majeure, et je suis sûr que de cette expérience, on peut tirer des enseignements qui sont utiles pour tout le monde, même en dehors du monde de l'entreprise. Alors nous, effectivement, on s'est engagé dans cette transformation plutôt que d'autres, plus tard que d'autres aussi. Certains de nos concurrents, en particulier en Espagne ou en Italie, ont pris ce tournant sans doute un petit peu plus vite. On s'est transformé parce qu'on vit au quotidien dans ce monde de l'énergie, et je pense qu'on a perçu plutôt que d'autres l'importance de la transformation. Donc Engie, comment est-ce qu'Engie agit aujourd'hui ? De deux manières. Alors, vous disiez, rappeler un peu ce que c'est Engie, c'est après une session relativement importante qu'on a fait d'activité de service qui était un petit peu loin de notre cœur de métier. Engie, c'est 100 000 personnes, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7 ou 8 milliards d'euros d'investissement chaque année, donc c'est effectivement une très très grosse machine. Donc on travaille sur deux aspects. Le premier, c'est notre propre mix énergétique, comme on dit, la manière dont nous produisons de l'énergie. Puisqu'en fait, Engie est un grand énergéticien, et pas que du gaz. Nous exploitons des centrales nucléaires, et nous avons fait des investissements massifs dans le renouvelable. Donc là, objectif simple, nous sortons du charbon. Le charbon, c'est 4% de l'énergie primaire que nous consommons aujourd'hui. On a dit on sera complètement sorti du charbon en Europe en 2025 et complètement sorti dans le monde en 2027. Deuxièmement, investissement massif dans les renouvelables. Nous avons aujourd'hui 30 gigawatts de capacité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 30 gigawatts ? Une tranche nucléaire, c'est un peu plus d'1 gigawatt. Donc, c'est l'équivalent de 30 tranches nucléaires qui sont des barrages, de l'éolien et du solaire. Et on va continuer à investir massivement. Ces 30, ils vont devenir 50 en 2030 et 80 à l'horizon 2050. Donc nous sommes très très alignés, nous investissons vraiment fortement sur cette transformation de notre mix énergétique. Et puis le deuxième sujet, c'est ce que vous évoquez, nous travaillons avec nos clients pour les aider à moins et mieux consommer. Nous travaillons avec les collectivités locales pour les aider à mettre en place des réseaux de chaleur, des réseaux de froid, qui permettent de faire de la climatisation de manière beaucoup plus efficace qu'en multipliant les climatiseurs en tête d'immeuble. Nous les aidons à mettre en place des réseaux énergétiques de toute nature, par exemple des réseaux de charge de véhicules électriques. Et puis nos clients particuliers, nous les accompagnons aussi au travers à la fois d'approches pédagogiques, mais aussi d'offres dans lesquelles nous leur disons voilà comment vous pouvez consommer moins de gaz. Et nous avons besoin qu'ils consomment moins de gaz. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes donné un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2045. On a dit en 2045, Engie n'émet plus une tonne de CO2. Ce qui est, aujourd'hui, on est un très gros émetteur, donc c'est un énorme challenge. Et pour ça, on s'est fixé une trajectoire. Donc chaque année, on s'autorise à émettre une certaine quantité de CO2 et ce chiffre va en diminuant. Et donc, une manière d'atteindre cet objectif, c'est effectivement de convaincre nos clients de moins et de mieux consommer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, nous permet d'aligner toutes les parties prenantes de l'entreprise, nos équipes, nos clients, nos fournisseurs, autour de cette idée que nous leur offrons la possibilité de participer à cette aventure. Et franchement, vis-à-vis de nos salariés, c'est extrêmement motivant. Une chose qui me frappe, c'est de voir le nombre de CV que nous recevons spontanément de personnes qui ont envie de rejoindre notre organisation. Il a fortement augmenté ces dernières années, en même temps qu'on exprimait cette volonté d'être un acteur de la transition énergétique et climatique. Oui, et aujourd'hui, ça donne du sens. Ça donne du sens. Et vraiment, c'est un sujet, on parlait tout à l'heure dans cette table ronde précédente de greenwashing. Alors, c'est quelque chose qui est totalement dépassé aujourd'hui, je pense d'ailleurs dans la plupart des entreprises. Quand nous discutons d'un projet d'investissement, nous regardons bien sûr les ressources financières qui sont nécessaires et notre capacité à les mobiliser sur un projet, mais nous regardons aussi son impact CO2. Avec les contraintes que je vous ai indiquées tout à l'heure, nous savons que dans les prochaines années, nous allons pouvoir construire un nombre limité de centrales à gaz. On a pris la décision, par exemple,
de faire 2 projets en Belgique, on sait que il nous en reste un plus petit nombre à réaliser parce que nous avons ce budget carbone, cette contrainte d'émission que nous considérons comme une contrainte aussi forte que les objectifs financiers que nous nous donnons. Donc c'est devenu une réalité et c'est quelque chose qui est complètement intégré non seulement à la stratégie de l'entreprise, mais à son quotidien. C'est limpide et c'est très important de rappeler que la transition énergétique, elle a commencé. Le découplage dont je parlais ce matin, oui, non, mais je dis parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait, on doit changer de système. Mais non, on est dans la bonne direction. Et il ne s'agit pas de changer de direction. Il s'agit d'aller plus vite et plus fort, d'investir plus et d'aller plus vite. Mais on est dans la bonne direction. Non, je crois que c'est exactement ça. Et si on regarde ce qui s'est passé à Glasgow il y a quelques semaines, certains ont dit grande déception. Oui, enfin, on crée tellement d'attentes autour d'un événement de ce type-là qu'on en ressort forcément déçu. Mais je crois que la seule question qui se pose, c'est vraiment la vitesse à laquelle on va avancer. Et on est capable je crois que la direction est claire. Je pense que la vitesse est probablement trop lente, en particulier dans un certain nombre de pays. Et il faut se réjouir que l'Europe soit plutôt à la pointe du combat. Alors on disait tout à l'heure, la France, c'est 0,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. L'Europe, c'est à peu près 8 à 9%. Donc on est effectivement un relativement petit contributeur parce qu'on a beaucoup travaillé, mais on veut continuer à montrer la direction. Et ça, je crois qu'on doit en être fier. Absolument. Et qu'on doit effectivement faire de ce combat le nôtre, parce que c'est pas juste un sujet de grandes entreprises qui investissent des centaines de millions ici ou là, c'est aussi les choix que nous faisons, chacun d'entre nous, dans nos modes de vie, dans la manière dont nous nous chauffons, dans la manière dont nous isolons nos logements, dont nous les rafraîchissons l'été, dont nous nous déplaçons. Et moi, je suis frappé de voir combien les jeunes générations en particulier nous challengent sur ces sujets. Et je peux vous dire, j'ai 2 filles qui ont une vingtaine d'années. Le challenge est réel sur mais pourquoi vous faites ceci, pas cela, et puis même sur des comportements personnels. J'ai dû, pour des raisons d'emploi du temps, prendre l'avion pour venir ce matin. C'est le genre de choses qui provoquent des débats. Une remarque. Absolument, et des remarques. Merci, cher Jean-Pierre. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole au public. Si vous avez des questions, profitez-en, parce que il est quand même rare que le président d'Engie réponde directement aux questions du public sur le gaz. Alors, il y a déjà beaucoup de questions. On va faire circuler le micro. Voilà. Allô ? Oui, et je vous demande, comme toujours, je compte sur vous, des questions synthétiques, courtes et synthétiques. Très bien. Quel est l'avenir du solaire ? Voilà, ça c'est une question synthétique. Très grand. Merci. Non, très grand. Enfin, l'énergie solaire est une énergie, parmi les énergies renouvelables, c'est elle qui est aujourd'hui le moins cher à produire. Quand on regarde les zones dans lesquelles l'énergie solaire pourrait être développée, alors je ne parle pas de la France, là, mon commentaire est beaucoup plus large. Il y a encore énormément de territoires immenses qui pourraient être équipés. Le solaire, je vais le dire en plaisantant, mais n'a qu'une limite, c'est la nuit. Et effectivement, c'est une énergie qui est structurellement intermittente. Et donc, un des freins au développement, c'est cette situation. Et la manière de traiter le problème, c'est le stockage. Alors, soit stockage électrique en associant des batteries, stockage hydraulique. On a des stations dans lesquelles on pompe de l'eau le jour et puis on la turbine la nuit. L'hydrogène peut être un moyen de stocker également l'électricité solaire. Mais c'est vraiment une énergie qui a un énorme potentiel devant elle et qui d'ailleurs, avec des enjeux géopolitiques, puisque les pays du Sud sont des pays très ensoleillés, qui ont des potentiels importants de production de cette énergie. Aujourd'hui, on ne sait pas la transporter efficacement. Là aussi, l'hydrogène peut apporter une réponse, mais il y a vraiment un très très gros potentiel autour du solaire. Et on va continuer à progresser d'ailleurs. Pendant quelques années, l'efficacité des panneaux solaires avait tendance à plafonner. Là, on voit apparaître un certain nombre de technologies qui permettent d'améliorer cette efficacité. Donc très, très optimiste sur le solaire, même s'il pose dans notre environnement immédiat en France des problèmes de conflit d'usage des sols qui font que mon commentaire mondial très enthousiaste, il est à atténuer un petit peu s'agissant de notre pays. Monsieur. Oui, merci. Vos informations avec l'énergie que vous avez apportée m'ont bien éclairé. On est dans le domaine de l'énergie.
J'ai une question qui, j'espère, ne va pas électriser l'Assemblée. C'est sur le coût réel du nucléaire. Lorsque j'achète une télévision, je paye la recherche et le développement, la fabrication et aujourd'hui aussi un recyclage de cette télévision qui est dans le prix. Pour l'électricité nucléaire, quel est le coût payé par la recherche et le développement? Quel est le coût réel de fabrication de l'électricité? Et surtout, comment avez-vous évalué le prix de recyclage, le démantèlement des usines et le coût des déchets? Bon, bonne question, effectivement. On ne va pas électriser les débats. Une question qui se pose très souvent. Ouais. Mais deux éléments de réponse. Hein. Si on veut ramener le prix du nucléaire à 1 euro par kilowattheure, on a écrit des thèses, des volumes, les universitaires, la Cour des comptes. Enfin, il y a eu tout un tas d'approches. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à réduire ça à un prix qui ne donne pas lieu à un débat. Pourquoi ? Parce que on a effectivement, c'est relativement simple de calculer combien ça coûte de faire fonctionner une centrale. En revanche, il y a effectivement l'ingénierie, le développement. Malheureusement, sur les technologies récentes, les 2 projets d'EPR qui ont été réalisés encore pas complètement ont des coûts qui ont complètement dérapé. Et puis on a toute la question qui est probablement le point d'attention majeur du nucléaire, qui est le retraitement des déchets. Donc là, je ne vais même pas rentrer dans le débat des chiffres. Alors, deuxième réponse, cette fois-ci, Engie, exploitant nucléaire en Belgique. On exploite 7 tranches nucléaires sur 2 sites. Eh bien, on fait tous les 3 ans une évaluation du coût de démantèlement et de retraitement des déchets. C'est fait d'ailleurs en Belgique avec une commission, une autorité publique, la commission des provisions nucléaires. Et je peux vous dire, chiffre public, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 13 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, de provisions qui ont été constituées pour faire face à ces obligations de démantèlement et de retraitement. Raisonnablement confiant sur les évaluations de coûts sur le démantèlement, parce que c'est une opération industrielle, même si elle n'a pas été beaucoup faite, on voit à peu près comment elle pourrait se réaliser. En revanche, sur le retraitement des déchets, il y a beaucoup de questions posées. Les scénarios ne sont pas très clairs, ils fluctuent au fil de décisions politiques. Donc c'est un point d'attention s'agissant du nucléaire. Merci beaucoup. Monsieur. Oui, bonjour. Non, gardez le masque, s'il vous plaît, surtout pour parler dans le micro. Oh, alors eux, je crois qu'ils sont... Je ne crois pas qu'ils fassent partie aujourd'hui des options sérieusement regardées. En fait, quand on regarde le nucléaire, la technologie existante, qui paraît la meilleure, ce sont les EPR. Et puis, il y a 2 évolutions, dans 2 directions d'ailleurs très, très différentes. Hein. Ce qu'on nous a dit tout à l'heure sur la fusion, qui peut effectivement être un game changer complet, mais on est... Quel horizon? Parce qu'on parle... Alors, comme j'entends parfois parler de 2100, j'ai beau ouais, être intéressé par le long terme. Non, ça dépend à qui vous parlez, mais je ne sais pas si vous parlez à ceux qui développent tout près d'ici un incroyable outil de recherche qui s'appelle ITER pour faire des recherches sur ce sujet. Ils vous disent quand même qu'il faudra encore une 30aine d'années avant d'imaginer des applications. Il y a quelques acteurs privés aux États-Unis qui sont un petit peu plus optimistes. Et puis alors, tout à fait à l'autre extrême, les SMR, donc les petits réacteurs nucléaires, quelques centaines de mégawatts. Ça commence à ressembler à une très très grosse installation de chaufferie pour collective ou industrielle pour ce qui est de la puissance, avec une construction qui permet de traiter les problèmes de sûreté de manière beaucoup plus simple. La sûreté repose aujourd'hui sur plein de systèmes actifs, sophistiqués. Là, les SMR, ils sont intrinsèquement sûrs parce que leur conception et leur faible puissance le permet. On imagine aussi des technologies qui permettraient de réduire fortement la production de déchets. Ceci dit, on est vraiment au stade de l'étude. Mais Engie a une filiale d'ingénierie qui est associée à un certain nombre de ces projets de SMR. Donc même si on est encore à phase très précoce, là c'est peut-être 2030-2040 la perspective pour ce type d'équipement.
Alors, on va encore prendre deux questions. Alors, une question sur Engie, pour illustrer votre commitment à la neutralité carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour l'année en cours, la partie du salaire variable, la rémunération variable du CEO d'Engie, de la CEO d'Engie, qui est directement liée à votre plan, à l'atteinte de votre plan de réduction de CO2 pour 2021? 10%. Merci. Est-ce qu'il y a... 10%, et c'est quelque chose qu'on va développer d'ailleurs pour l'ensemble de l'encadrement. On veut qu'il y ait à la fois sur la part variable de court terme et puis le système qui existe, qui a un objectif plutôt de moyen terme. On veut avoir des éléments qui soient liés à notre trajectoire carbone. Excellent. Je m'aperçois d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure quand je parlais de gigawatts de renouvelables, personne ne l'a noté, mais si quelqu'un réécoute, en fait notre objectif c'est effectivement 80 gigawatts à l'horizon 2030. Donc c'est d'accord. 30 gigawatts aujourd'hui, 80 en 2030. Juste une question un peu plus basique sur l'énergie éolienne. Dans le cadre de la transition énergétique, vous avez dit que vous alliez augmenter beaucoup les investissements. Et j'ai juste un exemple à l'esprit. On a traversé l'Andalousie au mois de juin et des éoliennes à perte de vue. Donc je me demande ce que vont devenir les paysages français, européens, avec ces investissements massifs. Et surtout, à quoi correspond l'énergie éolienne par rapport à l'énergie fournie globalement? En France, on doit être un petit peu plus de 20% de renouvelables et une moitié d'éolien. Donc là, une vision simple, c'est une dizaine de pourcents, mais ça va aller en augmentant. Et oui, on va installer plus d'éoliennes. Alors, on est bien conscient que, en ce moment, en particulier en France, c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions. Donc, on est très attentif au dialogue avec les collectivités. Nous, on a pris chez Engie un certain nombre de positions. En particulier, nous ne développons pas de projets si nous n'avons pas l'accord des communes sur lesquelles ces projets se développent. Nous ne les développons pas près des zones protégées. Mais nous avons besoin de cette... le nous est très collectif. Nous avons besoin de cette source d'énergie. Et je pense que oui, je vous choque sans doute en le disant, mais il faudra s'habituer à ce que certains de nos paysages, alors il faut en protéger d'autres, mais pas très loin d'ici, il y a eu aussi une polémique autour de la Sainte-Victoire. Il faut qu'on soit capable de développer cette énergie qui a des caractéristiques importantes. Et pour nous, un sujet particulièrement important, c'est l'éolien en mer, parce qu'en mer, il y a des régimes de vent qui sont très favorables et qui sont beaucoup plus constants qu'à terre. Et le fait de développer de l'éolien en mer, c'est une priorité. La France est très en retard. Oui, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, alors j'ai une question de Béotien. A-t-on une éolienne en mer? 0. Oui, c'est ça. En fait, il y a 5000 éoliennes en mer en Europe. Il y en a 0 en France. Il y a 7 parcs qui ont été autorisés en 2014, 2015. On est à peine en train de terminer les derniers recours juridiques. Et on est en train de commencer la construction sur l'essentiel de ces parcs. Alors effectivement, pêcheurs, vacanciers, il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas bien. L'énergie ne naît pas comme ça. Hein. Alors soit on concentre le sujet autour d'un certain nombre de centrales nucléaires, effectivement, c'est un choix. Soit on est dans une forme plus diffuse de production d'énergie et on en a tous des impacts qui sont en réalité très limités, mais qui existent. Et donc on est bien conscient de la complexité de ce sujet et des messages à apporter. Alors, je vais peut-être préciser quand même une chose. En France, on a aussi encore une autre particularité, c'est que l'armée de l'air est très gourmande pour ce qui est des espaces dans lesquels elle nous interdit de construire des éoliennes. Presque plus de la moitié du territoire national est protégé, entre guillemets, de cette manière-là, ce qui a conduit à concentrer les éoliennes dans les autres régions, en particulier le nord et l'est de la France, qui est sans doute pas une très très bonne chose. Et puis, par moment, on a fait un petit peu n'importe quoi. Hein. Moi aussi, quand je me déplace dans certains paysages, je vois des lignes d'éoliennes dans tous les sens, sans aucune logique et sans aucun souci de préservation des paysages. Donc là, il y a des efforts à faire. Très bien, merci, cher Jean-Pierre Clavadieu, d'être venu ici répondre à toutes ces questions. Vraiment, je voudrais qu'on remercie le président d'Engie. Bravo pour ce que fait Engie.